Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zenicast où aujourd'hui nous allons parler d'événements qui sont très appréciés dans le monde de la tech et je parle bien sûr des conférences. J'ai l'honneur d'accueillir plusieurs personnes qui s'y connaissent dans ce domaine puisqu'elles sont à l'initiative de plusieurs conférences dans différentes villes de France et je vais commencer par Margot. Bonjour Margot. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Margot et je m'occupe de toute la partie communication du DevFest Lyon. Très bien, enchanté et puis merci d'avoir accepté l'invitation. On va continuer par Emmanuel. Emmanuel, alias Manu, co-organisateur du Dev Lille, donc à Lille. Et merci de ton acceptation. On va continuer par Julien. Julien Landuré, donc moi je suis un des cofondateurs du DevFest Nantes et je lance aussi une nouvelle conférence qui s'appelle TechReady. Nantes aussi. Exactement. Merci Julien. Jeff. Oui, salut tout le monde, moi c'est Jean-François, donc je suis aussi un des cofondateurs du DevFest Nantes et organisateur actif du DevFest Nantes aussi. Très bien, merci bien. Terminé par Alex. Ouais, moi c'est Alexandre Paco, du coup je suis un des cofondateurs du DevQuest à Niort. Très bien, et merci. Et moi du coup c'est Jean-Philippe Baconnet, je vais être l'animateur de cette session. Je n'organise pas de conférence, du moins pas encore, peut-être un jour, mais ce n'est pour le moment pas prévu. Alors du coup dans les conférences, du coup il y en a beaucoup quand même en France, dans différentes villes, qui font vraiment du bien fou, je trouve, en tant que dev. Mais la première question c'est quand même, pourquoi créer une conférence? Quels sont les objectifs? Margot, par exemple, du coup, le DevFest Lyon n'a pas encore eu lieu. Donc, tu es la dernière personne à avoir participé à la création d'une conférence. Qu'est-ce qui t'a motivé personnellement? Personnellement, et je pense que je peux parler aussi au nom de l'équipe, sur la ville de Lyon, qui est quand même une ville qui est assez conséquente. Il y a déjà des conférences qui sont existantes, mais le DevFest n'était pas encore en place. C'est quand même un événement qui est assez reconnu en France et qui a une certaine portée. Donc, on s'est surtout posé la question pourquoi il n'est pas encore à Lyon. Et justement, c'était peut-être l'occasion qu'on le lance à ce moment-là. À Lyon, il y a déjà d'autres conférences, il me semble. Est-ce que c'était... Oui, on va pouvoir retrouver le Mixit. Cette année, il y a aussi le Tech & Wine qui a fait sa première édition. Donc, bien sûr, c'est sur des périodicités qui sont différentes. Nous, ça sera plutôt sur la fin d'année. Donc, ça permet d'avoir une année assez complète au niveau des ConfTech sur la région lyonnaise. Et du coup, toi, par exemple, Alex, toi, sur Niort, tu as l'initiative du DevQuest. Il n'y avait pas encore de conférence. Donc l'idée c'était quoi de... Ouais, effectivement il n'y avait pas de conférence, mais à Niort il y a quand même pas mal de développeurs et de personnes qui bossent dans le monde informatique pour le coup, et en fait moi j'ai pas mal participé à d'autres conférences et à d'autres événements. J'ai toujours trouvé ça cool, le fait de partager un petit peu tout ça, et comme il n'y a jamais vraiment eu d'événement à Niort, du coup je me suis dit pourquoi pas. Je me demandais justement sur Lille, Manu, ça fait combien de temps qu'il y a le DevFest qui a été initié? Ça dépend si tu comptes le Covid ou pas, je suis un peu perdu. Je sais que cette année, c'est notre 8e édition. Donc on a dû la créer en 2017, plus une année ou deux blanches à cause du Covid. Et le compte doit être bon, je pense. Si je ne me trompe pas. Ok, c'était la première conf sur Lille aussi. Il y a eu des confs historiques, mais qui n'ont pas tenu dans le temps. Il y en a déjà eu. Mais à l'époque où on l'a commencé en 2017, c'était la seule qui était active, en tout cas, sur l'île. Pour des devs. Il y a d'autres conf tech pour la partie sécurité ou autre, mais pour des devs, c'était la seule. Ok, et du coup, quand on parle de conférence, du coup là, parmi vous, fait partie... certaines, Margot l'a dit, partie du GDG. Là. Est-ce que justement, pour initier les conférences, en fait, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez décidé de partir en mode tout seul, on crée une asso, ou alors du coup on s'aide du GDG? Je ne sais pas si Jeff, par exemple, tu peux nous dire quelques mots, parce qu'au niveau du DevFest Nantes, il me semble que c'était dans les premières conférences françaises, on va dire. Ouais, c'est ça, on était dans les... on peut se considérer un peu comme les papis en termes d'orgas là-dessus. C'est vrai que sur le territoire français, il y avait Devox, Bracecamp et Jug Summer Camp. C'était les... et je crois que la même année que nous, c'est créé... Mais d'ailleurs, on est aussi vieux que Devox, en vrai. On a la même ancienneté qu'eux. Et je crois que pareil pour Mix IT, je crois que ils se sont créés quasiment en même temps que nous aussi. Donc, on est un certain nombre de conférenciers, organisateurs et organisatrices à avoir créé ça au même moment.
Et le côté associatif, en fait, je l'avais poussé parce que j'étais organisateur d'autres associations avant. Et donc, ça me paraissait assez logique, très rapidement, pour une facilité de gestion de l'argent, en fait, qu'une association, ça allait nous aider. Et nous, en fait, la création du DevFest Nantes, elle est plus venue par opportunité parce que Google offrait à ce moment-là la marque DevFest à la marque GDG. Et, parce que quand on a créé l'asso avec Julien, au début, on était un JTUG. Et c'est après qu'on est devenu un GDG, en fait. Parce que Google a renommé les JTUG en GDG. C'est comme ça qu'ils ont offert la marque DevFest. Mais au début, le DevFest Nantes, on n'y croyait pas, hein. On était chaud avec Julien pour organiser un DevFest Paris. C'est ça qui est rigolo quand même. Ouais, en fait, à l'époque, on pensait pas qu'à Nantes, ça pourrait attirer, qu'il y aurait une audience pour ce genre de conférence. Et on pensait pas non plus qu'on arriverait à attirer des speakers voilà, qui viennent jusqu'à Nantes pour pouvoir parler. Donc c'est vrai qu'on avait hésité potentiellement à se dire, on se crée une conférence plutôt peut-être à Paris. Mais au final, Nantes, c'est très bien. Puis bon, quand on voit l'histoire du DevFest Nantes aujourd'hui, on se dit, bon, je pense qu'on a bien fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un petit peu de monde et ça marche plutôt bien quand même. Et donc là, du coup, par exemple, Alexandre, avec le DevQuest, là, vous n'avez pas créé de GDG. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots sur cela? Ouais, déjà en fait, un peu comme Jean-François et Julien, nous, c'était important qu'on passe plutôt par une association aussi. On voulait pas s'associer à une entreprise derrière. On voulait essayer d'être le plus neutre possible justement sur la diffusion des sponsors et des conférences qu'on peut proposer. Effectivement, au début, on avait dans l'idée de faire comme DevFest Nantes, c'est-à-dire de créer un GDG également, sauf que quand on a vu les démarches et tout, on a pris un peu peur parce que du coup, on a vu qu'il fallait organiser quand même plusieurs conférences, plusieurs meet-up, plusieurs événements au long de l'année pour pouvoir obtenir la licence DevFest. Et comme nous, on partait de rien, complètement, du coup on s'est dit ça va peut-être être plus simple pour nous de pas être franchisé pour le coup, sachant qu'au final derrière ça nous rapportait pas forcément grand chose en termes d'aide dans la gestion du coup de l'événement, quoi. Et Margot, justement, vous, sur Lyon, vous avez décidé de créer un GDG. On l'a pas créé, non, Il y a on s'est peut-être rapproché d'un GDG qui était déjà existant, notamment le GDG Android. On avait une connaissance qui était là-bas, donc on en a parlé avec lui, qui fait d'ailleurs partie de notre équipe. Et puis avant ça également, on a pris contact avec Google, on a échangé directement avec eux pour savoir si c'était envisageable sur la ville de Lyon, est-ce que ça pouvait se faire ou pas, est-ce que c'était une bonne idée, une bonne initiative. Mais donc on appartient bien au GDG Android. Ouais. Et cette année, j'ai vu côté Emmanuel sur Lille que que le DevFest Lille devient DevLille, du coup. C'est ça, on est les personnes qui font pas comme tout le monde. Donc historiquement, ça s'appelait DevFest Lille parce que on a fait partie d'un GDG Lille avec les 3 co-organisateurs, moi, Ludovic Bory et mon épouse Fanny Demey. Donc, comme l'a dit Jeff, GDG Lille égale DevFest Lille pour faire la conf. Donc, on a tenu 7 éditions, je crois, et depuis plusieurs années, on va dire 3 ans, j'essaye de pousser à mes collègues, tiens, si on changeait de nom, pour plusieurs raisons. Alex, on a un petit peu parlé, c'est que l'apport que la marque DevFest et Google derrière que nous pouvons avoir en tant qu'organisateur est en fait assez faible pour Lille. Ils nous sponsorisaient un tout petit peu, mais c'était à hauteur de 1% du budget total de la conf. Et ensuite, donc j'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre ce que Google nous apportait par rapport à ce que le DevFest Lille pourrait leur apporter en termes d'image, en tout cas pour la communauté lilloise, vis-à-vis de Google. Et ensuite, comme le Dev Lille, j'ai pris du temps à switcher de DevFest Lille à Dev Lille. Maintenant, on me demande de faire l'inverse. Là. On a une forte ADN au Dev Lille sur la diversité, la mixité, l'impact écologique, etc. etc. Et on trouvait que sur certains points, il y avait une problématique, une incohérence entre l'ADN de Google et l'ADN de Dev Lille. Surtout maintenant avec les dernières nouveautés
qu'on suit tous aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça qu'on a validé le changement de nom. Voilà. Jeff, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est vrai que je pense que c'est un sujet récurrent. Julien pourra en témoigner. Je ne sais pas combien de fois on a eu ce débat de changement de nom au sein de l'équipe. Au moins 10. Ouais, franchement, ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on décide encore de rester DevFest, plus par facilité, parce que en fait, on a réussi à imposer ce qu'est le DevFest Nantes. En fait, c'est ça qui nous fait qui fait qu'on reste un DevFest aujourd'hui. C'est que le DevFest Nantes est un truc à part. Il y a sur un grand nombre de points, on a réussi à imposer notre charte graphique, notre événement. En fait, on respecte rien de ce que Google nous demande. On fait intervenir AWS, Microsoft, tout ça. Et donc, on est arrivé à un tel niveau où on a réussi à prendre notre indépendance par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a identifié pendant de nombreuses années le fait que se renommer, c'est pour nous plus un risque de perte de cohérence, notamment dans les relations qu'on a créées avec nos sponsors, etc. Et puis aussi les speakers. Par contre, je suis d'accord que cette marque-là, elle entraîne aussi bien du positif que du négatif sur un grand nombre d'aspects. Ça ferme beaucoup de portes d'être un DevFest. Donc aujourd'hui, si on devait créer une conf à Nantes, je ne suis pas convaincu qu'on soit un DevFest. Moi, ça me rassure un peu pour le coup par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça a été un débat au tout début, parce qu'on avait vraiment l'image justement DevFest. On s'est dit ça pourrait être hyper intéressant de se franchiser parce que du coup la plupart des personnes en France connaissent bien ce que c'est qu'un événement DevFest. Donc c'est pour ça qu'on voulait partir là-dessus. Et après, c'est là où je rejoins ce que tu disais, Manu, sur le fait que on avait quand même l'impression que ça demandait beaucoup plus d'efforts d'un point de vue organisation pour pouvoir obtenir la franchise, comparé au peu de gains qu'on va avoir derrière. Et en plus, c'est que du coup, derrière, on s'est dit, en fait, on n'y va pas parce que c'est vrai que nous, sur Niort, en tout cas sur le bassin niortais, on a très peu de clients qui utilisent du Google, en fait, de solutions Google dessus. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, on part sans franchise et comme ça, on pourra vraiment faire ce qu'on veut sur les choix techniques, etc. par la suite, quoi. Mais on a quand même essayé de trouver un nom qui se rapproche ou qui a une connotation DevFest pour justement essayer de garder un petit peu cette image de ça reste un événement que tout le monde connaît, quoi. Et justement, tu parles de nom, du coup vous avez quand même une thématique graphique, une identité visuelle qui est bien à vous, entre guillemets. Vous allez la garder ou vous allez changer de thème? Non, on va le garder complètement. Ça, en fait, c'est de plein de choses. Moi, c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus marqué sur le DevFest Nantes. Pour le coup, le fait que chaque année, il y avait une thématique. Et moi, je trouve ça vraiment génial. C'est cool d'arriver et de rentrer dans un autre univers, pour le coup, qui, en même temps, va te permettre d'apprendre des choses au travers des conférences. Mais il y a toujours un petit truc en plus. Nous, après, on a fait le choix de garder une thématique, du coup, constante. En fait, on changera rarement de thématique. On va changer un peu l'histoire qu'on raconte là-dessus, mais on aura toujours la même identité visuelle autour du jeu de rôle, Donjons et Dragons et tout ça, quoi. Parce qu'on est des gros geeks en fait dans l'asso et que nous on joue beaucoup à des jeux de société, des jeux vidéo, etc. Et moi c'est un truc que j'aime bien aussi sur d'autres conférences, du coup plus des conférences de jeux vidéo qu'on peut avoir, ou des LAN ou des choses comme ça, où en fait quand t'arrives, t'as tous les univers de jeux vidéo, etc. Et tu t'en prends plein les yeux, et c'est ça qui est sympa. C'est pour ça qu'on est plutôt parti là-dessus et que chaque année on changera pas de thématique. En fait, on va vraiment rester ancré là-dessus. Et justement, en parlant de thème, moi ça me fait penser que le côté DevFest Nantes, le thème de cette année était annoncé. Comment vous pouvez expliquer, comment vous organisez, justement, vous choisissez un peu ces thèmes qui changent? En fait, le fromage, c'était assez facile à choisir. C'est ça. Non, l'origine des thèmes est venue parce que au tout début, le DevFest Nantes avait vocation à recréer l'esprit du Google I.O., de ce qu'on a vécu au Google I.O., en fait, quand on y est allé. Je pense que c'était une des conférences les plus incroyables à laquelle on a eu l'occasion de participer en termes de technicité, d'univers, etc.
Et on a fait face à une réalité. On s'appelle pas Google. On n'a pas le budget de Google pour créer des stands, des décos, des machins de ouf. Donc, on a eu cette idée de tricher et de faire porter tout l'aspect graphique, animation à nos sponsors grâce au thème. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de créer les thèmes. Et donc, à chaque fois, la réflexion qu'on se pose et les questions qu'on se pose chaque année vis-à-vis du thème, c'est OK, qu'est-ce qui va être suffisamment vaste pour que nos sponsors aient un champ de liberté fort. Donc, on leur donne plein de guidelines, etc. Et c'est vraiment ça qui nous drive à chaque fois. C'est quel va être le thème qui nous permettra et qui permettra à nos sponsors d'être le plus ouvert possible. Par exemple, l'année dernière, c'était beaucoup de gens disaient c'est Halloween. Non, c'était pas Halloween. Le thème était vraiment frayeur au DevFest. Et c'est comme ça qu'on l'avait énoncé auprès des sponsors. Et du coup, comme on leur explique bien, il y en a plein qui avaient joué le jeu. Donc, il y en a qui jouaient la carte de l'horreur. Et je me souviens d'une boîte où ça m'a beaucoup fait marrer. Et c'était justement le genre d'esprit qu'on voulait. Ils ont fait un vieux bureau d'informatique des années 80. Tu sais, le bureau où tu n'as pas envie d'aller parce que tu as toutes les vieilles machines, les machins. C'est une sorte de bureau de TMA pourri, quoi, qui fait peur, quoi. Et donc c'était bien parce que pour eux, ça s'inscrivait bien dans un côté recyclage, tu vois, qui était parfait. Donc on le sait, hein, ça a des effets négatifs. Hein. Je pense que Manu, tu pourras en briller sur vous, justement, le choix pour lequel vous ne faites pas de thème. Je sais très bien que là-dessus, on n'a pas la même vision, mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question originelle, c'est comment on voulait créer un esprit et surtout comment on va faire en sorte qu'il soit le plus ouvert possible pour nos sponsors. Et justement, Manu, tu peux peut-être en dire quelques mots sur. Donc, on a fait des thèmes au début, parce qu'à mon avis, on traînait trop avec le DevFest Nantes à une époque. Je pense qu'on a été au même Google I.O. ensemble. C'est ça. Donc, on a fait des thèmes les 3 ou... Peut-être pas la première année, mais les 2 ou 3 années qui ont suivi. Et ensuite, comme on fait de plus en plus attention depuis 4-5 ans à l'impact environnemental de notre événement, ça nous embêtait de demander à nos partenaires sponsors de renouveler un stand juste pour le DevLille. Donc, c'est pour ça que depuis 4-5 ans, on n'a plus de thème. On invite nos partenaires sponsors à réutiliser un stand qu'ils ont déjà, à réutiliser un stand qu'ils ont fait au DevFest Nantes. Souvent, il y a des sociétés qui font ça. Et comme ça, on évite de produire des choses juste pour le DevLille. Et Margot, pour le DevFest Lyon, est-ce que vous avez un thème ? J'ai pas du tout fait attention à ça. Non, en plus, on est en train de se lancer, mais on s'est vraiment posé la question au début avec l'équipe, savoir si on mettait un thème en place ou pas. Et puis, on a aussi la crainte de se dire, bon, c'est quand même la première édition, est-ce que ça a fonctionné ou pas, je l'espère. Et on s'est dit, est-ce que le fait d'avoir un thème, ça peut aussi pas être un frein au début ? Justement, j'allais vous poser la question à Nantes quand vous vous êtes lancé, parce qu'il y avait forcément cette question qui a dû arriver à un moment. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché tout de suite, entre guillemets, quoi ? On a triché. En fait, on n'a pas commencé avec un thème. Les 2-3 premières années, je crois qu'on a introduit un thème à partir de la 3e ou 4e année. Et en fait, Julien et moi, on était dans des sociétés différentes. Et en fait, c'est nos sociétés, comme on était organisateurs de l'événement, qui avons joué le jeu à mort du thème. Et en fait, indirectement, ça a vachement démarqué nos sociétés. Et donc, ça a créé un décalage, si tu veux, d'un point de vue sponsoring, sur cette édition-là. Et les autres se sont dit, ah merde, en fait, faut jouer le jeu, quoi. Parce que du coup, ça fait la différence pendant l'événement. Et en fait, c'est comme ça qu'on a triqué le truc. Et après, du coup, on a fait, regardez, ça, c'est ce qu'il faut faire, en prenant exemple nos sociétés, forcément. Et du coup, c'est comme ça qu'on a introduit cette notion-là. Et à chaque fois qu'on introduit des nouveaux sponsors, on leur dit, attention, faites pas un truc où vous ramenez vos plaquettes, vous allez faire tâche, quoi. Bon, il y en a toujours un ou deux qui le fait, hein. Bon, et puis après ils sont pas contents parce qu'ils sont ouais, mais il y a personne qui est venu à mon stand et tout ça. Mais bon, on les a prévenus, quoi. Alex avait une anecdote ?
là-dessus? Ouais, nous, c'est vrai que pour le coup, on a créé un thème dès la première édition l'année dernière. Au niveau du DevQuest. J'avoue que du coup, DevFest Nantes nous a quand même pas mal aidé parce que du coup, il y en a beaucoup de Niort qui connaissent les thématiques du DevFest et tout, donc ça a été assez facile de faire passer le message. C'est la raison aussi pour laquelle on a choisi un thème récurrent, c'est que comme tu le disais Manu, ça permet aux sponsors de réutiliser en fait toutes les décorations qu'ils mettent en place sur le stand, etc. Donc ça nous permettait justement de leur éviter de leur faire beaucoup de dépenses et que chaque année ils allaient devoir refaire des dépenses. Et ce qui est marrant au final, c'est que sur la première édition, Julien nous en avait parlé en mode attention, si c'est une première édition, il y en a peut-être plein qui vont pas jouer le jeu, il faut vraiment axer là-dessus pour les motiver, etc. Du coup, c'est ce qu'on a fait, on a écouté les conseils des vieux sages. Et pour le coup, on a pas mal passé le message aux sponsors. Et ce qui est marrant, c'est que le jour de l'installation, quasiment, on avait 13 stands au total et il y en avait 10 qui avaient vraiment joué le jeu, mais vraiment à fond, qui avaient commencé à mettre des décos et tout. Et au final, il y a 2 sponsors qui ont vu tous les stands qui étaient en train de s'installer avec la déco autour d'eux. Et en fait, ils étaient tellement pas bien qu'ils sont allés faire des courses à Jiffy juste à côté pour acheter plein de petites décos pour pouvoir mettre une déco en place sur leur stand assez rapidement, quoi. Parce que justement, en fait, ils ont bien vu que derrière, s'ils jouaient pas le jeu, ils allaient perdre du monde pour le coup en termes de participants, quoi. C'est juste un truc qu'on peut rajouter, tu vois, sur la dimension écologique et qu'on a mis en place du coup, en ayant conscience de tout l'impact que ça a. Par exemple, nous, aujourd'hui, on travaille avec avec l'association du Secours populaire pour qu'en fait, on donne tout ce qui a été créé en fait quand il y a de l'achat vraiment, de l'achat de mobilier, des choses comme ça. En fait, tout ça, c'est donné pour que ça puisse être réutilisé et justement. Ça, c'est par exemple, ça c'est des façons qu'on a trouvées d'éviter trop le gâchis, en fait, par exemple. Et ça me fait penser que justement, il y avait le stand Maison du Monde, une fois, qui était totalement donné justement dans ces assos. C'était vraiment pas mal, je trouve, comme concept. Et là, du coup, on parle un peu d'orga. Vous avez parlé, vous étiez des équipes à monter des conférences. Toi, Julien, sur la nouvelle conférence que tu lances, tu es entre guillemets tout seul, mais tu annonces que tu as des communautés locales qui t'aident à l'orga, c'est ça? Ouais. Vu que j'ai du temps, je fais tout seul, et puis j'aime bien. Mais dans l'idée aussi, c'est de s'appuyer sur notamment par exemple la sélection des talks, qui est souvent quelque chose où si t'es tout seul, tu vas forcément avoir des biais, ou tu connais des gens, tu te dis ouais lui je vais prendre lui parce que je le connais, ou parce que je l'ai déjà vu sur scène, je sais que c'est très bien et tout. Donc l'idée quand même de s'appuyer sur des communautés pour ça, qui vont pouvoir. Il y a différents axes par rapport à ça. Le premier, c'est qu'ils puissent du coup aider dans le call for paper pour sélectionner les différents talks. Le deuxième, c'est essayer aussi de faire en sorte qu'ils puissent indiquer, motiver les talks qui ont eu du succès durant l'année à un meet-up. Les meet-up à Nantes, c'est 20 à 40 personnes. Finalement, s'il y a un talk qui était très très bien, très bien reçu par le public, très bon speaker et tout, l'idée c'est de pouvoir amplifier cette visibilité-là en revenant du coup à la conférence. Donc il y a ça aussi de pouvoir rejouer, on va dire, le meilleur talk de l'année à cette conférence. Donc l'idée quand même de se baser sur les communautés pour étudier les tendances, parce que tout seul tu peux faire de la com LinkedIn, trouver des sponsors, mais évaluer en fait les tendances et les sujets qui pourraient être intéressants à présenter, etc. Vaut mieux avoir plusieurs cerveaux, je pense, aujourd'hui. Et justement, tu parles du CFP. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe, les coulisses? Parce qu'en tant que speaker ou personne qui est intéressée pour présenter un sujet, on soumet. Et généralement, derrière, on a envie d'avoir une réponse, entre guillemets, rapidement, le plus tôt possible. Et puis surtout, dans la plupart des cas, on n'est pas pris, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de soumissions que d'acceptation, on va dire. En fait, on peut avoir l'impression d'être frustré de ne pas avoir de réponse. Je sais que Jeff, je crois que tu avais fait une communication sur LinkedIn cette semaine ou la semaine dernière pour expliquer un peu tout ça. Est-ce que vous pouvez expliquer justement, je sais pas, Jeff, comment ça se passe la relecture du CFP? Alors, je pense que ce sera intéressant qu'on partage ça dans les ressources. Julien a écrit un super article il y a de ça de nombreuses années sur tout le process du CFP du DevFest Nantes, par exemple. Et donc, nous, en fait, on s'est fixé un certain nombre de règles. Là, par exemple, on a même travaillé un guide de contributeurs, contributrices externes à l'équipe principale
pour édicter toutes les règles, du genre tu votes pas pour des gens de ta boîte, il y a un certain nombre de technos, de choses sur lesquelles chaque organisateur, organisatrice va avoir des prérequis. Typiquement, on le sait, c'est un fait, à Nantes, on va pas prendre de sujet PHP, tu vois. Par exemple. Et encore, il faudrait voir. Mais typiquement du COBOL, on n'en verra pas. Si quelqu'un nous propose une super conf sur COBOL, c'est pas dans notre line-up, tu vois. Et donc, il y a un certain nombre de choses que nous, on va se définir là-dessus. Et après, tu as des notes. Tu as des notes bêtement appliquées. Entre 1 et 5, il y a des outils qui vont nous aider à faire ça. Donc, un des plus répandus, c'est Conference Hall aujourd'hui, qui marche plutôt bien pour ça. Et après, tu as une session de délibération. Donc là, c'est vraiment un moment de rassemblement où on va prendre les notes qui ont un certain niveau. Typiquement, nous, à Nantes, on se dit, OK, tout ce qui a au-dessus de 3 sur 5 va être débattu. Et puis, il y a quelques règles supplémentaires. Tu peux mettre des coups de cœur. Genre, s'il y a une note un truc qui est en dessous du 3, mais qui a un coup de cœur, ça veut dire qu'une partie de l'équipe est passée à côté du sujet. Et là-dessus, tu as plein de choses en fait qui font que après, on va constituer le programme. Donc, on va se poser, ça dure très longtemps. C'est très long comme épreuve. Franchement, ça, c'est un truc qu'on n'estime pas. La charge que représente le traitement d'un CFP en tant qu'orga, je pense que c'est un des trucs les plus violents qu'on se prend en tant qu'orga, très clairement. Quand tu fais partie du comité de sélection, c'est rude. Faut en avoir conscience. Je n'ai pas tout dit parce qu'il y a plein de trucs à dire et je pense que vous êtes à partager aussi ce point de vue. Donc, je vais vous laisser prendre la parole sur le sujet. Juste sur Conference Hall, ce qui est intéressant de voir, c'est on a commencé le premier DevFest avec genre un Google Form, un truc comme ça. Et en fait, ça marchait pas, hein, clairement. Mais bon, pour une première, ça peut être suffisant. Après, derrière, on avait du coup travaillé avec un stagiaire d'un de nos sponsors qui avait bien voulu du coup prendre un stagiaire pour créer une première version d'une app. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir du coup une version un peu différente, ou que ce soit pour la soumission ou la revue des talks, c'était quand même dans une interface web. Et puis on a fait une V2 de ce truc-là, et après tout ça, il y a Ben de l'assaut du GDG qui a fait non mais attendez, c'est quand même pas terrible d'un point de vue UX, je vais refaire quelque chose. Et c'est là que Conference Hall est né, et d'ailleurs il y a une nouvelle version là maintenant depuis 3-4 mois qui est sortie. Vraiment dans l'idée de pouvoir, que ce soit d'un point de vue speaker, avoir quelque chose qui est très sympa en termes d'expérience, mais aussi côté organisateur, que ce soit dans l'évaluation, les filtres, les tris, les capacités à sortir un JSON propre, envoyer les confirmations, bref, des choses qu'on faisait beaucoup à la main. Et effectivement, sur beaucoup de conférences, la délibération et rien que donner les notifs à tous les speakers, que ce soit positif ou négatif, ça prend du temps. Donc avoir un outil pour ça, c'est hyper important. Moi, j'avais juste une remarque suite à ce qu'a dit Jeff. Grosso modo, à Lille, c'est absolument le même process que ce que Julien et Jeff ont présenté à Nantes. On onboard aussi 5 ou 6 personnes de la communauté pour avoir des avis divergents, de la diversité, des points de vue différents, etc. Donc ça, on fait pareil. Il y avait juste un point pour expliquer comment on fait la sélection à l'agenda, parce que je pense que Jeff s'est arrêté là. En fait, nous, on a le même principe, on prend les talks avec une note supérieure à un seuil, et on a des différents personas. On a le dev web, on a le dev cloud, on a le dev mobile, on a différents personas par rapport à la communauté lilloise, et on essaye de s'assurer que sur l'agenda, il y ait au moins un slot qui peut intéresser de près ou de loin le persona. Par exemple, si je suis dev web, bon, je n'aurai pas que des sujets web toute la journée parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, mais j'essaye d'avoir des sujets web, mais des sujets qui peuvent m'intéresser de près ou de loin. Je ne sais pas moi, du GitHub Action, ça peut intéresser des personnes qui font du web. Du TDD en Java, même si je ne fais pas de Java, ça peut m'intéresser également en tant que dev web. Donc on essaye de s'assurer qu'à chaque slot de l'agenda, il y a un sujet qui m'intéresse de près ou de loin pour les différents personas qu'on a définis. Et moi j'ai une question pour Margot. Est-ce que justement vous, côté Orga DevFest Lyon, vous êtes prêt à recevoir justement une flopée de talks? Et est-ce que vous êtes organisé pour on espère qu'on en aura une flopée. Mais pour l'instant, on est en train de voir à quel moment on va l'ouvrir, justement comment on va s'organiser derrière pour faire la relecture, quelle équipe on va mettre en place, qu'on n'est que 6 actuellement dans l'équipe d'Orga.
chacun a un rôle quand même bien défini. Donc, je pense qu'on fera très certainement appel à des bénévoles ou à des gens de la communauté pour pouvoir faire la relecture et la sélection, évidemment. J'ai vu justement que le Devox aussi faisait appel à candidature pour faire la relecture des CFP. Je sais pas Golden comment Ticket. Ça s'appelle Exactement. les Golden Tickets. Ouais. Alors, est-ce que l'un de vous a déjà participé justement à la relecture du Devox, même si c'est pas votre conf? Non, pas de mon côté, non. Non, j'ai discuté avec des gens qui étaient Golden Ticket, mais je sais pas. J'ai jamais fait par contre. Parce que vous avez aussi d'autres choses à faire et en tant que regard de conf, vous avez déjà assez avec votre conférence, je pense. Et justement, donc là, on parle du CFP, donc là, c'est la préparation des conférences. Une fois que le programme est défini, entre guillemets, il y a pas mal de communication qui est fait. Et justement, parce que c'est la dernière étape, en fait, de programme avant la conférence, est-ce que justement, alors je ne vais pas dire est-ce qu'il y avait du stress, parce que j'imagine que oui, mais est-ce que vous avez eu des surprises de dernière minute la veille ou le jour J? Alors, je ne dis pas ça pour faire peur à Margot, hein, mais Il y en a toujours, hein. il y en a Faut toujours, dire que j'imagine. la publication de l'agenda, c'est pas la dernière étape avant le jour J. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas visibles. Ah, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots alors? Non, surtout quand on est sur 2 jours, les gens attendent, pas l'entièreté des gens, mais un gros pourcentage attend la publication de l'agenda pour acheter des places. Donc, il y a la vente des places aussi qui arrive après la publication de l'agenda. Ensuite, il y a tout process d'accompagnement des sponsors à faire pour s'assurer que tout se passe bien sur le jour J. Il y a toute la logistique à faire avec tous les prestataires que nous avons le jour J. Donc non, c'est pas la dernière étape, la publication de l'agenda. Ce serait bien, mais c'est pas ça du tout. Mais oui, il y a son lot chaque année de surprises, hein, plus ou moins bonnes, des fois qui sont plus ou moins justifiées aussi. C'est ce qui fait que ça, c'est un truc qu'on assume. C'est ce qui fait que certaines personnes vont finir sur la blacklist de notre liste de speakers ou pas. Là, tu vois, par exemple, l'année dernière, on avait une personne qu'on attendait vraiment beaucoup et pas de chance, décès dans sa famille, l'enterrement a lieu pendant le DevFest. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que tu... Puis ça, on l'apprend, enfin voilà, c'est le truc qui débarque vraiment en mode last minute, quoi. Donc, en fait, tu t'es vraiment hyper désolé, en fait. Ça nous est déjà arrivé 2-3 fois, des cas comme ça. Et par contre, il y a d'autres fois où c'est la personne, une semaine avant, elle dit non, mais en fait, j'ai un workshop payant, du coup, je viens pas. Alors là, ça par le coup, c'est voir le pire que j'ai eu, c'est une personne, je l'ai appelée, je dis t'es où? Elle me dit bah pourquoi? Je dis bah parce que t'as ta conf là. Ah bah je suis chez moi. La personne avait tout simplement oublié qu'elle devait venir parler malgré tous les. Non, je parlerai pas, je donnerai pas les noms. Mais voilà, donc ça c'est le genre de truc auquel on fait face malheureusement régulièrement. Donc on a des backups en fait. On prévoit du coup des backups qu'on active une semaine avant. Dans la semaine, on les active pas. Sauf s'il y a vraiment un truc qui peut switcher, mais c'est plutôt rare qu'on active parce qu'il y a beaucoup de changements. La plupart du temps, les programmes sont imprimés. Les gens ont fait leurs programmes aussi associés, donc c'est compliqué, quoi. Et puis surtout avec après Covid, là, une fois que les conférences ont repris, j'imagine qu'il y avait beaucoup de personnes qui vous contactaient pour vous dire j'ai le Covid, je peux pas venir. C'est arrivé. L'année du Covid les post-Covid étaient compliqués. Ouais. Alex, tu voulais réagir sur l'aspect 2 jours des conférences? Ouais, mais avant, je vais réagir par rapport à Jeff. C'est vrai que nous, dès la première édition, enfin dès l'année dernière, je me souviens que juste avant la cérémonie d'ouverture, genre 10-15 minutes avant, on reçoit un message d'un des speakers, comme quoi il est à l'hôpital, alors qu'il était présent à la soirée des speakers avec nous la veille, pour nous dire que il pourra pas venir. Donc là, pour le coup, c'est pareil, on a compris, il n'y a pas de souci. Le truc étant que sa conférence commençait juste après la keynote. Donc là, pour le coup, on avait prévu des backups aussi, mais un peu comme vous, côté des Fest, on s'était dit qu'on les activerait qu'une semaine ou 2 avant.
Et là, du coup, on s'est dit, ouais, mais c'est quand même dommage sur une première de ne pas avoir de conf. Du coup, on a trouvé un speaker rapidement sur un des stands partenaires pour savoir s'il était chaud pour jouer une conférence. Et Grand Prince, il a joué une conférence à la place pour remplacer tout ça. Pour le coup. Il y a quand même eu du monde. Après, c'était sur du AWS et tout. C'était pas du tout en lien avec la Clean Archi Front qui était prévue à la base. Mais du coup, il y avait quand même eu une conf qui a été jouée là-dessus. Ouais. Et après, je voulais rebondir effectivement sur ce que disait Manu sur le passage à 2 jours, sur le fait que potentiellement les gens attendent encore plus le planning. C'est vrai que nous, on le voit aujourd'hui. L'année dernière, on était sur 1 jour. Cette année, on veut passer sur 2 jours. Et en fait, on voit que la billetterie n'a pas du tout le même départ que l'année dernière. En fait, là, actuellement, on fait les mêmes ventes par semaine à peu près que l'année dernière, mais on n'a pas eu du tout le même départ. Je pense que les gens attendent vraiment la publication du programme pour pouvoir acheter leur place parce que ils veulent définir l'ensemble des 2 jours sur l'événement, quoi. C'est un vrai enjeu là-dessus, les ventes de places. Nous, on fait 2 slots, par contre, tu vois, de vente. On fait les passes 2 jours. Pour le coup, on s'est inspiré du Hellfest. Passe 2 jours vendus en amont en mode blind, tu sais pas quel est le programme. Et après, on attend la publication du programme pour vendre des passes 1 jour. Et Julien, par rapport à tes crédits, justement, au niveau de la billetterie, tu t'es inspiré de ce que tu avais fait pour le DFS Nantes ou tu as fait un autre mécanisme? J'ai pas forcément tant que ça réfléchi. J'ai ouvert une billetterie et en fait j'annonce les speakers au fur et à mesure et je verrai bien une fois que on va dire enfin les speakers au fur et à mesure. J'ai le speaker de la keynote d'ouverture qui est annoncé. Donc l'idée de pouvoir déjà communiquer dessus pour essayer de voir s'il y a un peu d'attraction parce que c'est vrai que sur un premier événement, tant que t'as pas l'agenda, les gens ils ont pas confiance. Un événement comme le DFS Nantes ou le Hellfest, tu sais à quoi t'attendre. Donc en fait, les gens prennent leur place sans forcément réfléchir, puisque c'est la récurrence de l'événement qui fait le succès aussi de l'événement. Quand on lance un nouvel événement, les gens attendent de voir c'est quoi l'événement, c'est qui sera là-bas, qu'est-ce que je vais voir, c'est quoi les thèmes, c'est quoi les thématiques, c'est quoi les talks. Donc forcément, même si là il y a une billetterie qui est ouverte, les gens attendent vraiment d'avoir le programme pour prendre leur place, c'est évident. Mais oui, carrément. Ouais. Et justement, pour les premières rééditions, j'imagine qu'après, vous avez dû faire un petit retour entre vous. Qu'est-ce qui permet de mesurer justement la réussite d'une édition? Et justement, comment adapter peut-être en fonction des retours que vous avez eus pour innover ou améliorer ou modifier en tout cas les conférences les années d'après? Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose là-dessus. La réussite d'un événement, déjà si tu arrives à vendre tes billets, tu as tes sponsors et que du coup, d'un point de vue financier, tu arrives à faire l'événement et enfin finalement tu as les fonds aussi avant l'événement, parce que ça c'est un point assez important quand tu fais de l'événementiel, mais si t'as pas les sous avant, 3 mois après, t'en as pas besoin. Donc faut avoir les reins solides et finalement avoir tout ce qu'il faut avant l'événement. Donc si cette partie-là, c'est bon, c'est-à-dire que tu as les participants, les sponsors. Il y a un point qui montre si l'événement est bien, c'est finalement ce que tu as kiffé en tant qu'organisateur aussi. Ça, c'est un point. On essaye aussi au niveau de l'équipe nantaise du DFS Nantes de finalement apprécier l'événement. On parle souvent d'expérience participant, d'expérience speaker, d'expérience pour les sponsors, mais on aime bien aussi parler d'expérience organisateur, de faire en sorte que on ait du plaisir à faire ça, parce que sinon l'année d'après, on arrête quoi. Donc la réussite d'un événement, c'est aussi le fait de se dire, putain, c'était génial, on a envie de refaire ça. Et puis aussi l'intérêt que peut avoir les gens, je mets tout le monde dans le même paquet, mais pour les éditions suivantes, ok, on a réussi l'édition 2024. Si notre conf a lieu en juin, si dès décembre 2024, on commence à nous contacter, on voudrait être sponsor cette année du Devlin ou du DFS Nantes ou n'importe quelle conf, ça, c'est quand même assez positif en tout cas. Et moi, personnellement, on a un formulaire de retour qu'on envoie aux participants et participantes qui sont relus par leur équipe organisatrice. Moi, je vous avoue que je ne les lis pas parce que dès que je remarque un retour négatif, alors après, c'est le problème de l'écrit. Dès que je lis un truc négatif qui est peut-être pas négatif, mais en le lisant, on a l'impression qu'il est négatif, je déprime. Donc, j'ai du mal. Je préfère qu'on passe les retours de vive voix, on s'appelle, on se fait. Voilà. Je trouve ça plus sain. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Nous, tu vois, ça fait, je sais plus combien d'années qu'on fait ça maintenant.
on se fait une soirée qu'on appelle Rex, qu'on planifie très rapidement après le DevFest. Il faut que ce soit organisé dans le mois qui suit le DevFest Nantes, sur laquelle on va analyser justement les différents retours. Alors, pour le coup, des fois, il y en a qui, en effet, t'as des retours qui font mal. T'en as où t'es en mode, ouais, c'est bien, merci d'avoir trollé. Et en fait, toute l'équipe va ramener aussi les différents retours qu'on a eu à chaud pendant l'événement, pendant l'organisation aussi, parce qu'en fait, ce qui crée l'émulsion, l'évolution de l'événement, c'est tous les points de tension qu'on a aussi détectés pendant l'orga. Et donc, cette soirée-là, elle dure assez longtemps en général. C'est une grosse soirée, et sur laquelle on va débattre de chacun des points qui sont présents dans ce fichier. Et on va décider collégialement de est-ce qu'on propose une évolution ou pas sur ce truc. Et si oui, est-ce qu'on est en capacité de trouver une solution tout de suite? Et des fois, on va voir. Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, OK, là, on sent qu'il y a un sujet à traiter, mais ça mériterait un débat encore de 3 à 4 heures rien que sur ce truc-là. Donc, ce débat, on l'aura plus tard. Par contre, on sait qu'on va le traiter. Qui s'en occupe, etc. Et en fait, chacun d'entre nous, on ressort à la fin de cette réunion avec un certain nombre de points à traiter, à faire évoluer. Et bah, nous, par exemple, c'est comme ça qu'on fait évoluer chaque année le DevFest, en fait. Et donc, on mesure à la fois la réussite, le nombre de retours positifs, les notes, tout ça. Et en plus, on se dit, OK, c'est quoi les prochains axes d'évolution? C'est pour ça, nous c'est un peu pareil, côté DevQuest, on a mis en place des petits questionnaires aussi de satisfaction aux participants, sponsors et speakers. Et c'est vrai que le jour J, en fait, on récupère aussi beaucoup de feedback côté orga en discutant avec les personnes. Il y a même des personnes qui viennent nous voir directement pour nous faire des retours. Et ça nous aide pas mal pour le coup, pour recueillir des informations, les points de tension, comme disait Jeff et tout ça. Et on organise aussi, du coup, 3 soirées, nous pas qu'une, on en fait 3. On en fait une vraiment pour débrief sur l'événement en tant que tel, le jour J entre nous dans l'assaut, une autre pour débrief sur toute l'année, en fait, sur toute l'organisation, comment ça s'est passé, etc., comment on peut améliorer les choses. Et la dernière, on l'a fait avec les sponsors. Directement. En fait, tous les sponsors de l'année précédente, on s'est réunis avec eux pour justement savoir comment ça s'est passé, etc. Est-ce qu'eux, ils voient des axes d'amélioration là-dessus, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, la dernière métrique qu'on a, c'est aussi par rapport à nos objectifs, quoi. Nous, c'est un peu compliqué parce que vu que c'était la première, on avait de l'ambition, mais c'est compliqué aussi de mettre le curseur sur ce qui est réalisable, ce qui n'est pas réalisable, sans être trop ambitieux non plus. Et au final, nous, l'année dernière, on avait pour objectif 150 participants, 7 sponsors et 15 000 € de budget pour 20 conférences. Et en fait, on a tout explosé. Dès le jour J, on a eu 411 participants, 16 sponsors au total, et on a eu 162 propositions de conférences. Donc voilà, c'est là où on s'est dit, je pense qu'on a bien réussi cette année, quoi. Et côté Margot, justement, pour votre première édition, est-ce que vous avez des objectifs concrets qui permettraient de dire, OK, on a bien réussi notre édition et pourquoi pas en faire une deuxième? L'objectif, c'est déjà que nos billets soient vendus en intégralité, que tout le monde soit présent pour l'événement, et surtout l'essentiel, on va dire, que c'est de rassembler la communauté tech locale autour d'un même événement qui est donc le DevFest, et que chacun soit satisfait, que ce soit des conférences auxquelles il a pu assister, que ce soit également au niveau des sponsors, est-ce qu'ils ont été bien représentés. Donc vraiment, l'objectif principal, c'est que ce soit une réussite et puis qu'on puisse le renouveler l'année prochaine. Et justement, est-ce que du coup, Jeff, on a parlé tout à l'heure un petit peu, vous faites un Rex pour voir un peu les routines d'innovation. Est-ce que du coup, vous vous inspirez d'autres confs? Tout à l'heure, vous avez parlé du Google I.O. Mais est-ce que du coup, vous regardez quand même encore ce qui se fait côté États-Unis, peut-être Google ou d'autres, pour voir un peu si justement amener des choses nouvelles dans les conférences? Alors nous, en fait, on a loué un budget au sein de l'équipe pour aller voir d'autres événements. Il y a un truc qui est très utile aussi quand même, c'est le Slack qu'on a mis en place au niveau communautaire, au niveau français, qui nous permet de beaucoup échanger avec les autres communautés. Très clairement, merci Lille pour la partie Vélotipi. C'est un truc qu'on voulait craquer depuis des années. Et en fait, c'est Lille qui a trouvé une solution qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, tu vois, par exemple, il y a des trucs où on va chercher chez les copains des idées.
Et puis, il y a des fois, on va aller aussi voir d'autres confs pour se dire, est-ce qu'il y a des trucs qu'on voudrait récupérer, etc., quoi. Là, dans les derniers trucs qu'on a ramenés, tu vois, nous, au DevFest Nantes, c'était l'année dernière, l'aménagement de notre espace lounge qu'on est en train de retravailler, un peu plus comme on a pu voir dans les derniers IO Connect qui étaient à Amsterdam. L'esprit de ce qu'ils avaient fait nous plaisait, et donc on s'est dit, tiens, on va essayer d'amener ça, en fait, dans le DevFest, en fait. De la même idée aussi, j'ai eu la chance d'aller à We Are Developer, qui est un gros congrès à Berlin. Je crois qu'ils affichent 8000 ou 10 000 développeurs par jour. Donc après, bah, c'est très gros, hein, mais c'est intéressant de voir aussi ce qu'ils faisaient. Et typiquement, il y avait aussi un concours de code, etc. Et c'est des choses qui nous a motivés aussi à travailler et à se motiver l'année dernière à faire un code in the dark, donc proposer voilà, une petite animation pour les développeurs web. Donc voilà. Donc l'idée à chaque fois, hein, c'est d'aller à des conférences, mais il y a toujours des points d'amélioration, des petits trucs où tu dis ah tiens c'est joli ça, c'est pas mal ce truc là. Essayer de ramener en fait des nouvelles choses pour faire évoluer ta conférence. Et comme on est aussi, alors je sais pas pour toutes les personnes ici, mais on est, moi je donne des conférences, Jeff et Jeff aussi, et Julien aussi. On voit comment se passe dans d'autres conférences. Donc en effet, quand il y a des choses bien, on n'hésite pas à les mettre en place. Nous, on essaye avec notre ADN en tête, d'essayer de proposer des nouvelles choses en relation directe avec cet ADN-là, pour notamment rendre l'événement le plus accessible à tout le monde de la communauté lilloise. Donc, par exemple, cette année, quelque chose qui... Alors, ça existe peut-être chez Mix IT, peut-être, mais on fait une sensibilisation à la programmation pour des collégiens et des lycéens, en partenariat avec Exotech et Zenica, d'ailleurs. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année qu'on a mis en place. Et c'est vrai que dans tout ce qui est innovation, etc., on se doit aussi d'écouter la façon dont le public évolue, dans leurs attentes, etc. Typiquement, les premières années où on avait créé nos événements, tout ce qui était code of conduct, ça n'existait pas. Les toutes premières années, par exemple, c'est quelque chose qui est arrivé, qu'on a vu, avec lequel on a dû évoluer, démarcher. Aujourd'hui, les démarches d'inclusivité, d'écologie malgré tout, hein, on va avoir des aspects différents de le traiter, mais c'est des vraies attentes des participants et participantes sur lesquelles on a des réflexions régulières. Et donc, en fait, on écoute ce que veulent les gens, ce qu'ils disent. On regarde un petit peu justement les feedbacks des copains pour voir comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, quoi. Quelle est la problématique, comment on va l'adresser, etc. Après, on va avoir des approches plus ou moins différentes, hein, de traiter la chose. Typiquement, nous l'inclusivité, tu vois, on a mis en place une squad maintenant. Là, pour le coup, l'idée, elle vient du Hellfest. On a regardé ce que fait le Hellfest associé. On s'est dit, OK, comment on peut amener le même concept à l'échelle d'une ConfTech. Ok, on arrive au bout de ce podcast, de cet épisode. Du coup, est-ce que, pour terminer, on peut faire un peu de pub pour vos conférences, annoncer un peu les CFP s'il est ouvert, les dates de vos conférences, et puis aussi peut-être donner un conseil aux personnes qui nous écouteraient et qui voudraient peut-être se lancer dans la création de conférences. Manu, si on commence par toi. Alors, le DevLille aura lieu le 12 et 13 juin à l'île Grand Palais. Le CFP est encore ouvert, dépêchez-vous, il reste 15 jours, il ferme le 30 mars. Moi, en fait, j'aurais deux conseils. Un pour les potentiels futurs organisateurs, organisatrices d'événements, c'est commencer petit. Ne visez pas la conférence à 1000 personnes tout de suite. Commencez petit, nous on a commencé à 200 et chaque année, ajoutez des choses et ça ira beaucoup plus simple. Et j'ai un conseil pour les gens qui vont écouter ce podcast qui ne veut pas organiser de conférences. Gardez en tête que les gens qui organisent des conférences sont des bénévoles. Ils font ça sur leur temps libre. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Du coup, j'enchaîne avec TechReady. Donc TechReady, ça sera le mardi 3 juin à la Cité des Congrès de Nantes. Et le CFP est aussi en cours jusqu'au 3 avril. Et donc l'idée d'accueillir 300 personnes sur les sujets cloud et IA. Sur les astuces pour se lancer, c'est un peu comme ce qu'a dit Manu, hein, commencer petit, commencer aussi par peut-être être plusieurs à se motiver. C'est vrai qu'être qu'une équipe de suite, on peut se reposer les uns sur les autres, se motiver les uns les autres.
C'est vrai que tout seul, on peut être vite surchargé et voir une montagne en face de nous. Mais c'est vrai qu'en étant à plusieurs, c'est quand même plus marrant et ça permet de passer des bons moments ensemble. Donc moi j'enchaîne de mon côté avec le DevFest Lyon. Donc comme vous avez dû le comprendre, c'est la première édition cette année qui se déroulera donc le 28 novembre à l'Embarcadère à Lyon. Le CFP n'est pas encore ouvert. On est en train de déterminer la date pour l'instant, mais ça arrivera très prochainement. En attendant, pour avoir toutes les infos, vous pouvez nous suivre sur notre compte LinkedIn où on est assez actif et puis on partage toutes les informations dont vous aurez besoin, que ce soit en tant que speaker, en tant que bénévole ou simplement si vous êtes intéressé de près ou de loin pour participer à l'événement. Et puis, si j'ai un conseil à donner, alors vu que je suis encore un peu novice dans le milieu, je dirais surtout ceux qui ont envie de le faire, lancez-vous parce que pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est une très belle expérience. Et puis, je viendrai donner un meilleur conseil l'année prochaine, une fois que la première édition sera passée. Avec plaisir. Alors j'enchaîne. Du coup, nous, le DevFest Nantes, ce sera le 16 et 17 octobre 2025 à la Cité des Congrès de Nantes. Le CFP, quant à nous, va ouvrir le 1er avril et fermera début juin à peu près. Donc vous aurez un peu de temps pour proposer des sujets. Et donc sinon, côté conseil, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, donc je cherchais des nouvelles idées à rajouter et je pourrais compléter avec 2 trucs. Travailler éventuellement des personas sur votre public, ce qui va vous aider du coup à trouver quelle est la direction que vous voulez amener d'un point de vue line-up, etc. Ça va vous aider à ça. Et compléter sur ce que disait Manu sur le fait qu'on ait des orgas et des bénévoles. Prenez bien conscience qu'au sein même de l'équipe, vu que c'est du bénévolat, tout le monde n'aura pas la même implication. Et c'est important de tenir ça de l'avoir en tête parce que ça évitera des frictions sur oui, mais moi j'y ai passé mes nuits et pas toi. Bah oui, mais écoute, c'est du bénévolat, mon gars. Et donc, tout le monde ne peut pas consacrer sa vie à ça. Voilà, donc ça vous aidera de tenir compte de ça. Et nous, côté DevQuest, du coup, l'événement aura lieu le 5 et 6 juin 2025. Le CFP est en cours et il se termine encore plus tôt que celui du DevLille, parce qu'il se termine le 16 mars, soit dans 3 jours. Donc, si vous avez des sujets, je pense que ce sera trop tard quand la publication de l'épisode sera arrivée. Mais voilà. Et pour un dernier conseil... nous, pour le coup, on ne peut pas forcément dire commencer petit parce qu'on n'a pas respecté trop la règle l'année dernière. Mais par contre, conseil qu'on peut donner, c'est plutôt essayer de prendre contact avec d'autres orgas aussi. Parce que nous, mine de rien, le GDG Nantes nous a quand même beaucoup aidé avec des astuces, des petits tips pour gagner beaucoup de temps et éviter des problèmes. Donc ça, c'est cool. Et je rejoins aussi ce que disait Julien sur le fait de partir en équipe, en fait. Essayer de constituer une petite équipe de 5-6 personnes dès le début, ça sera beaucoup plus facile à gérer. Eh ben super, merci pour tous ces conseils. Merci aussi de votre participation à ce podcast. C'est très intéressant. On sent qu'on aurait pu rester un peu plus longtemps encore pour échanger plein de choses. Mais bon, on va s'arrêter là quand même. Merci beaucoup et puis on se voit de toute façon dans vos conférences, j'imagine. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci.